L'un des spécialistes les plus reconnus est le professeur Cheikh Anta Diop du Sénégal. Contemporain des Égyptiens et même des philosophes du 19e siècle. Voici, dans le tombeau de Ramsès III, au XIIe siècle avant Jésus-Christ, les 4 races connues des Égyptiens représentées sur le même plan. Ici, vous avez l'Égyptien, le type générique de la race. Donc, ici, c'est le type générique de l'Égyptien. Ce n'est pas tel ou tel Égyptien en particulier, mais c'est le type général de l'Égyptien qui est représenté ici, en noir charbon, si je puis dire, avec toutes ses particularités ethniques. Et sur le même tableau, vous avez le type indo-européen représenté également, avec toutes ses différences par rapport au type égyptien, du point de vue de la couleur de la peau et du point de vue du vêtement. Et ici, vous avez les autres Africains qui habitaient à l'époque l'intérieur du continent représentés de la même façon que les Égyptiens. Ce tableau, cependant, est une rare exception. C'est le seul, semble-t-il, qui démontre si clairement le point de vue du professeur. Le même tombeau sur le même plan. Les anciens Égyptiens, quant à eux, représentaient généralement leur carnation par une sorte de rouge rosé. Bien sûr, on sait qu'ils se mariaient avec des Asiatiques et surtout avec d'autres Africains. Beaucoup de dames de la noblesse venaient du pays de Nubie et étaient artistiquement peintes en tant que telles. Ce tableau vient de la tombe d'Emaka, femme noire de toute évidence, dont la servante, juste derrière elle, est tout aussi évidemment blanche. Les enfants royaux étaient donc souvent noirs, eux aussi, comme le roi Sénusret, portant ici la couronne blanche de la Haute-Égypte. L'île éléphantine, sur le Nil, délimitait la frontière entre l'Égypte et la Nubie. C'était un lieu saint autrefois. Les premiers historiens européens, les Grecs, avec Hérodote, sont venus en ces lieux, pénétrés de la tradition classique, selon laquelle les différentes races du monde étaient dissemblables mais égales. Les Grecs connaissaient bien l'Égypte et étaient persuadés que les Égyptiens d'origine étaient des Noirs du Sud venus s'installer sur les rives du Nil. Hérodote, quant à lui, n'est jamais allé plus au sud, arrêté par la première cataracte. Aujourd'hui, l'obstacle est encore plus imposant. La construction au XXe siècle de 2 grands barrages sur le Nil a non seulement inondé des temples, comme celui de l'île de Philae, mais aussi la terre historique de Nubie sur plus de 300 kilomètres. Cela anéantit toute possibilité de poursuivre d'autres fouilles archéologiques. Le temple grandiose d'Abou Simbel fut soustrait à temps et avec maestria à la montée des eaux, puis reconstruit à l'abri et à proximité. Mais ce ne fut pas tout. In extremis, tandis que le niveau des eaux montait, les archéologues de l'université de Chicago excavèrent de très remarquables témoignages à Custul, de l'autre côté du lac artificiel, sur le plateau où se dresse à présent le temple d'Abou Simbel. Ces témoignages indiquent que c'est ici, en Nubie, que se trouve le plus ancien royaume du Nil. L'ancêtre, en fait, des royaumes d'Égypte plus récents. Cet immense monument dédié à Ramsès II, construit probablement il y a plus de 3000 ans, est relativement moderne. Cependant, et ceci est significatif, Ramsès fit construire son grand temple ici, très au sud, en Nubie. Peut-être parce que sa reine favorite, Néfertari, était nubienne. En regardant des temples, même de grands temples comme celui-ci,
Il ne faut jamais perdre de vue les origines de la civilisation égyptienne. Et ces origines, les connaissances actuelles le confirment, sont avant tout africaines. Peu importe quelles idées et quelles coutumes les pharaons peuvent avoir trouvées chez les Asiatiques qu'ils ont conquis, l'Égypte commence au sud, dans cette Afrique intérieure, que les Égyptiens appelaient terre des dieux de l'Afrique qu'ils vénéraient comme leurs esprits protecteurs. Puis, les conquêtes égyptiennes cessèrent. 4 siècles plus tard, ce fut au tour des rois de Nubie, en marche vers le nord, de soumettre le pouvoir égyptien. Voici le plus célèbre de ces souverains du Sud, Taharqa, empereur du pays de Kouch et de l'Égypte. Vers 650 avant Jésus-Christ, les rois nubiens qui avaient soumis l'Égypte allaient se retirer vers le sud, à Napata, puis vers la nouvelle capitale de leur royaume Kouch, Méroé. Il faut aller sur leurs traces pour comprendre l'histoire de cette Afrique intérieure qui a exercé une influence si forte et si précoce sur la civilisation égyptienne. La cité de Méroé se trouvait à 1500 km au sud de l'ancienne frontière, en plein cœur de l'Afrique. Le voyageur qui parvient jusqu'ici est saisi par un sentiment d'émerveillement et d'admiration. Dans ce désert sans pitié, comme découpé dans la montagne, se dresse l'une des plus surprenantes découvertes de l'histoire de l'Afrique. Les ruines d'une civilisation perdue apparaissent à l'horizon comme naufragées dans les sables du temps. Ces pyramides sont les sépultures des rois et des reines de Méroé, dont le règne se perpétua pendant plus de 6 siècles. Longtemps dévastées par les voleurs de tombes et par le temps, les pyramides sont maintenant restaurées et même reconstruites. La civilisation méroïtique demeure une énigme. Qui sait pourquoi les monarques de Kouch ont construit leurs pyramides bien après que de semblables monuments aient cessé d'être érigés en Égypte? On a pensé que tout cela n'était qu'une pâle réplique provinciale de la grande civilisation égyptienne, notamment parce que les pyramides de Méroé sont moins anciennes et moins massives. En fait, c'était bien plus qu'une copie. Certes, les similarités existent, mais on ne trouve nulle part ailleurs certains caractères de la culture méroïtique. La parenté entre les anciens habitants de Méroé, rois, reines et sujets, et les Nubiens, habitant cette région aujourd'hui, est un autre mystère. Leur image est gravée dans la pierre. Mais, comment était-il vraiment? Le docteur Ali Osman, de l'université de Khartoum, nous répond. Oh, they look like me, of course. I am a Nubian. Je suis nubien. Very much the Nubians of today are the Nubians of yesterday.
we got to understand that Les Nubiens d'aujourd'hui sont semblables à ceux d'autrefois. culture actually have not yet been very much explored. The Nubians from within. I mean, I, the Nubian, Moi, en tant que Nubien, ce que je fais, wouldn't have changed that much. mon comportement n'est pas très différent de celui des Nubiens médiévaux. But the influence that were coming on us as Nubians, Mais différentes influences se sont succédées depuis les Égyptiens. say the Egyptian, Il y a eu les Arabes, les musulmans. Muslim and Arab influence, have been changing. That does not. Cela ne veut pas dire que les Nubiens aient changé. The Nubians have On peut dire qu'au cours des 10 derniers siècles, les Nubiens ont pratiqué sans discontinuer really believe la même culture. have been going on for the last 1,000 years. Au cours de l'histoire, les Nubiens et leurs voisins ont tout de même subi bien des changements plus ou moins bien accueillis. À une époque, Méroé est tombé devant les armées d'Aksum, ancien royaume des montagnes d'Éthiopie. Plus près de nous, ce sont les Turcs et les Anglais qui ont lancé leurs armées d'occupation. Enfin, ce fut l'influence islamique la plus durable de toutes. À travers tous ces bouleversements, les Nubiens ont fait mieux que préserver leur identité. Ils ont si bien absorbé les influences étrangères qu'eux aussi eurent un impact culturel profond sur leurs voisins. Ils construisent aujourd'hui, avec les techniques d'hier, tout comme les habitants de Méroé le faisaient, selon un rythme de travail qui ménage les efforts. Les murs de torchis défient la chaleur écrasante de l'été nubien. Leurs lits ressemblent à ceux de leurs lointains ancêtres, comme celui conservé au musée de Khartoum, avec un modèle de repose-tête toujours identique depuis 5000 ans d'un bout à l'autre de l'Afrique. Les scarifications de ces visages, signes d'appartenance au clan, figuraient déjà sur le bas-relief d'une pyramide avoisinante. Ici, cachée dans le sable, une stèle de pierre gravée. C'est un alphabet inventé pour la langue méroïtique vers le 2e ou 3e siècle avant l'ère chrétienne. 23 signes pour les lettres et un autre pour séparer les mots. Un des plus anciens alphabets et toujours une énigme à ce jour. Dans les riches maisons qui entourent le temple, on peut imaginer le confort et les plaisirs de la vie méroïtique. On ne trouve nulle part ailleurs dans la vallée du Nil des poteries de ce style, spécifiquement nubien. À une demi-journée de voyage de Méroé, en transport moderne, dans le sable et les rochers du désert de Boutana, il y a un autre site dont les monuments en pierre sont dédiés aux dieux de Couche et non aux dieux d'Égypte. Ce lieu s'appelle Mozawaret aujourd'hui. Il y a d'étranges signes dans ces ruines, comme ce vieux lion dans le sable. À quoi ces bâtiments servaient-ils? Qui sait? Les rois de Couche se sont peut-être promenés parmi ces colonnades? Pour ce bâtiment exceptionnel, les historiens ont proposé diverses explications. Il est généralement admis qu'il était destiné à la domestication et au dressage des grands éléphants d'Afrique. Ces larges rampes de pierre auraient bien pu servir en effet à conduire les pachydermes à leur travail. Près de ce grand enclos, les bas-reliefs du temple concordent avec cette explication. Manifestement, cet éléphant de combat pousse des prisonniers devant lui. On peut admettre que la domestication de l'éléphant d'Afrique, plus grand,
et plus difficile à dresser que son cousin des Indes, ait été une spécialité des Couchites de Méroé. Par ce dressage, ils firent du plus grand animal sauvage africain le tank de l'ancien monde, l'ancêtre de nos modernes chars d'assaut. Lorsque, franchissant les Alpes, Hannibal envahit l'Italie romaine, il avait 38 éléphants de combat. La compétence des dresseurs d'éléphants de Mouzawarat a peut-être contribué à ce légendaire exploit. Cette tête sculptée dans la pierre rappelle combien l'éléphant faisait partie de la vie à Méroé. Les murs de ce temple évoquent de façon frappante le temps où les animaux domestiques paissaient dans de verdoyants pâturages. Tout cela a disparu. Méroé s'est évanoui, envahi par le désert. De nos jours, il n'y a plus que les nomades pour survivre aussi loin des rives du Nil. De mémoire d'homme, on n'a jamais vu ce puits à sec. Le travail de l'eau demeure inchangé et il est probable que la même scène se déroulait déjà il y a 1000 ans. Fier et autonome, ce peuple vit à l'écart du monde moderne. Aussi, est-il rare de voir un seul objet de production de masse ou quoi que ce soit en plastique chez eux. Les voyageurs européens ont souvent commis l'erreur de juger le degré de civilisation des peuples en fonction de la quantité de leurs biens matériels. Ces traditions nomades remontent à la nuit des temps. Leurs anciens dieux ont échappé au sable et sont toujours présents. À Naka, l'interpénétration des influences locales et extérieures est encore plus remarquable. Netekamani, Mani, roi victorieux, est gravé dans le plus pur style égyptien. Le python, lui, est un puissant symbole de pouvoir spirituel dans cette Afrique intérieure. Il l'est encore aujourd'hui dans beaucoup de pays. Ce dieu lion à 3 têtes et 4 bras, quant à lui, semble tout à fait indien. Il est cependant spécifiquement méroïtique. Ce linteau de pierre ne manque pas d'intérêt. Au centre, la tête de bélier, symbole du dieu égyptien Amon. Et de chaque côté, Subumekar et Aruns Mufens, dieux adorés des seuls habitants de Méroé. Étrange aussi cette statue de pierre trouvée dans le palais royal de Méroé, que rien ne rattache au monde égyptien. Le royaume de Kouch s'est effondré au IVe siècle après Jésus-Christ. Ce n'est que récemment que l'on a pu prouver que ses habitants ont émigré par la plaine de Kordofan vers les monts Nouba. Moins influencés par l'islam que les Nubiens, les habitants de cette région présentent un intérêt considérable pour les historiens, car leur mode de vie est peut-être resté plus proche de celui de leurs ancêtres.